BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec la pionnière de la télé-réalité en France. Elle produit encore des émissions extrêmement variées que vous connaissez tous, de Love Story à la ferme des célébrités, les Ch'tis, les Marseillais, Fort Boyard ou même encore Koh-Lanta bien entendu. Elle est également directrice de la société Miss France et elle produit l'émission chaque année. C'est un peu la papesse du divertissement français. Nous aurons le plaisir de recevoir Alexia Laroche-Joubert. Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Bams Bedga, la fondatrice d'African Puzzle. Elle a développé un assistant personnel virtuel. Et puis Renaud Escorbiac, le fondateur d'Inertio et de franceimmersive.com. C'est une plateforme qui met en avant le savoir-faire des régions en proposant des visites d'entreprises à distance. Et puis en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Alexia Laroche-Joubert. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, tu es visionnaire, tu as importé le concept de télé-réalité en France au début des années 2000. Rien que cela, tu es l'une des premières à avoir mis des anonymes à la télé. Personne n'a pu passer à côté des émissions que tu as produites ou auxquelles tu as participé et que tu continues à produire. Alors, j'ai la liste parce que c'est quand même assez long. Et encore, j'ai dû en oublier la moitié. Love Story, Koh-Lanta, Miss France, La ferme des célébrités, Les Ch'tis, les Marseillais, Fort Boyard, les Minicums, Star Academy, Secret Story. Tu touches un public très large. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ici, on est là pour analyser, regarder tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages derrière ton parcours professionnel. On va explorer ton esprit pionnier. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer et nous illustrer justement toutes ces étapes de parcours. On va essayer de comprendre comment tu vis et tu prends tes décisions. Alors, c'est parti. Tu es né en 1969 et tu as grandi à Paris. Tu voulais faire quel métier? Alors, j'ai voulu faire 3 métiers. Et l'histoire est assez drôle. J'ai voulu être flic. C'est pour ça que j'ai fait du droit, pour être commissaire de police, mais je n'avais pas la taille minimum. Donc, quelquefois, je comprends quand on m'attaque sur 1m70 sur les Miss France. Je voulais être réalisatrice. J'ai beaucoup disséqué le cinéma néo-réaliste italien. Et je voulais être psy. Et je dis qu'avec Love Story, j'ai fait les 3. C'est-à-dire, j'ai enfermé des gens. Je les ai filmés et d'une certaine façon, je les ai confessés. Voilà. Et alors, tu es passé par le droit. Tu as fait des études de droit. Ouais, j'ai fait un 2SS de droit. Et alors, comment tu es passé du droit à la télé? Enfin, quand j'ai fait en parallèle, j'ai eu la chance de démarrer très jeune. Je crois que j'ai démarré vers 19 ans. Je regardais pour la retraite. Si j'avais une longue carrière. Justement. Et je crois que ma première fiche de paie, je dois avoir 20 ans. Parce qu'avant, c'était des stages. Mais en revanche, je n'ai pas suffisamment de trimestres. Écoute, j'ai toujours fait de la télé en même temps. Et je pense que même, j'ai été baignée à ça, puisque ma mère m'emmenait toujours, qui était grand reporter de guerre, m'emmenait dans les salles de montage quand j'étais toute petite. Et je me rappelle, je devais avoir 13-14 ans, avoir eu l'outrecuidance de lui dire il faudrait monter cette image-là avant celle-ci. Et donc, je pense que mon amour de la télé est arrivé très jeune. Alors, ils ont suivi tes conseils ou pas? Maintenant, ils les suivent, mais... Non, je ne sais pas. Je crois qu'elle ne les a jamais suivis, heureusement, parce qu'elle a sa propre écriture. Alors, ça ressemble à quoi, les débuts de la télé, pour toi, dans les années 90? Alors, comme beaucoup de stagiaires, je rangeais des cassettes. Donc, ça a démarré comme ça. Et puis, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai intégré... 2 pouces, c'est ça, à l'époque? Des 2 pouces ou des 1 pouce. Enfin, en gros, des bobines. C'est même plus... c'est des bobines, ça ressemble. ne se retrouve plus. Enfin, sauf Alina. Et la première grosse expérience et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarré une aventure télévisuelle qui était le lancement des multithématiques, c'est-à-dire des premières chaînes du câble, avec Ciné-Cinéphile, Ciné-Cinéma, Canal Jimmy, en l'occurrence, j'ai aussi travaillé sur TMC. Et c'était l'école de on fait tout soi-même, parce qu'on n'a pas de moyens. Et je pense que ça a été merveilleux, c'était un peu l'auberge espagnole, donc ça manquait un peu de rigueur. En revanche, c'était inventif,
neuf, osé. Moi, je me rappelle que Canal Jimmy, c'est la première chaîne qui a lancé le principe des séries. À l'époque, ça ne se faisait pas, et c'est eux qui ont acheté des séries américaines et qui les ont lancées. Donc voilà, c'était une expérience de dingue parce que j'étais libre, incroyablement libre. Oui, alors tu as pu tout faire, tu as pu exercer en plus tous les métiers, et donc plus Tout. tard, Ça ça va a de la permis script à l'assistante, réal, à tous les métiers, à monteuse de bande-annonce. Donc raconter des histoires. Et j'ai eu ma première expérience de télé-réalité parce qu'il faut reconnaître que celui qui aurait pu inventer la télé-réalité, qui ne l'a pas fait, mais c'est Patrick Sabatier. On faisait une émission et c'est lui qui m'a dit il faut mettre des vides sans teint et je vais filmer les artistes derrière les vides sans teint, comme ça ils arriveront mieux à se confesser. C'était un roi de la confession. Et je pense que c'est lui qui a été le premier dans les années 94 à faire ça. En 97, tu deviens rédactrice en chef chez TF1 au service magazine et documentaire, mais tu quittes ce CDI au bout d'un an pour partir sur un contrat de 3 mois. Raconte-nous. Ouais, je pense que c'est. Tu parlais d'esprit d'entreprendre, et tu le sais, hein, puisque tu es un entrepreneur. Je pense qu'à un moment, quand on a des envies, il faut les suivre et pas se poser la question du cadre dans lequel tu vis tes envies. J'avais un très beau contrat, puisqu'en plus, j'étais la plus jeune rédac-chef à TF1 à l'époque. Mais j'avais envie de faire une émission qui s'appelait Entertainment Tonight, qui est une émission mythique aux États-Unis. Stéphane Courby, en l'occurrence, et ça fait 25 ans que je travaille avec lui, me donne la chance de rejoindre la productrice Corinne Spack de l'époque. Et je me dis, allez, on y va, on tente, 3 mois. J'ai jamais vécu un enfer pareil. Et au bout de 3 mois, on nous a reconduits et je l'ai fait pendant 4 ans. C'est ça qui a ouvert d'ailleurs c'est carrière, ça qui a... en fait. Oui, parce qu'après, c'est comme ça que j'ai rencontré le format, parce que c'est une rencontre amoureuse. J'ai rencontré le format de la télé-réalité qui était Big Brother, et après, tout a suivi. Alors, c'est quoi le métier de producteur exactement de télévision? Alors, le métier de producteur, c'est de rendre les choses possibles. C'est d'une idée, d'un format, de rassembler une équipe autour de soi qui va permettre d'un bout de papier d'en faire des images filmées. Donc ça, après moi maintenant, c'est encore un peu plus particulier parce que moi je dirige une société, donc diriger, tu sais, au final c'est vendre et gérer les emmerdes. Et comme je dis, le seul intérêt d'être patron, c'est de dire bonjour à des gens qu'on respecte le matin, et ce qui m'arrive tous les matins maintenant depuis 7 ans. Donc voilà, mais c'est ça. Ton coup de maître, en 2001, tu produis l'émission Love Story, Stéphanie. Émission culte de télé-réalité. La première saison est diffusée sur M6 d'avril à juillet 2001. Le concept est importé des Pays-Bas, où l'émission s'appelle Big Brother. Le principe, 11 célibataires vivent coupés du monde dans un loft où toutes les pièces sont équipées de caméras et de micros. Ils sont filmés 24 heures sur 24, des images diffusées en léger différé. Une émission qui est devenue un véritable phénomène de société avec son lot de critiques, télé-poubelle, trash TV. Le quotidien Le Monde consacrera 3 unes au phénomène et analyse le succès de Love Story par le voyeurisme assumé et la soif de sensationnel des téléspectateurs. Malgré les critiques, l'audimat est au rendez-vous avec 5 millions de téléspectateurs en moyenne, 34% de part de marché sur les 4 ans et plus. Ça monte même à 7,2 millions de téléspectateurs pour la finale et près de 50% de part de marché. Exactement. Ce qui était sur une chaîne qui, à l'époque, était beaucoup plus petite. C'était vraiment la chaîne Challenger de TF1, M6. Et ça a d'ailleurs, je pense, mis un highlight sur M6 gigantesque. C'est-à-dire qu'elle a émergé, elle est rentrée dans la télé de la grande télé à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la télé-réalité? Qu'est-ce qui t'a plu initialement? Ça a été tout, mais ça a été une histoire d'amour. Alors, on était très jeunes. C'est intéressant, si vous voulez mettre la photo, parce que c'est Benjamin Castaldi. C'est pas celle-ci. Alors, eux aussi sont très jeunes. Au final, j'avais un tout petit peu plus âgé qu'eux. Mais c'était Benjamin Castaldi et Alexis Gemini du côté M6. On avait une trentaine d'années. Je pense qu'on était dans un mouvement qui était l'arrivée d'Internet, des vidéocams, des gens qui se filment soi-même chez eux. Et que quand j'ai entendu parler de ce format à l'époque, c'était juste une idée d'un monsieur qui s'appelle John de Mol, qui maintenant est bien connu puisque c'est le grand monsieur de la télévision mondiale. J'ai dit tout de suite à mon patron, si un jour ça arrive en France, je veux le faire. Et j'avoue que j'étais un producteur outsider. Et puis, faute de combattants,
parce que plein de gens ont refusé de produire cette émission pour des raisons morales ou parce qu'ils étaient très bien là où ils étaient. Et ben, on me l'a confié. Et ça a vraiment été une histoire d'amour et ça l'est toujours. C'est-à-dire que je trouve que... Après, il y a eu des évolutions plus ou moins heureuses de la télé-réalité, mais c'est toujours... à chaque fois que je fais un casting comme ça, je suis heureuse de rencontrer des anonymes. Je pense que c'est ça. C'est que j'aurais jamais été amenée à rencontrer Kenza, Delphine, Luana, Laure. Enfin voilà, ça n'aurait pas été possible. Et Julie, avec qui je suis toujours en contact, ça n'aurait pas été possible autrement. Et c'est ma curiosité profonde des gens qui m'a fait aimer ces programmes-là. Puis c'était nouveau dans la forme. Ah, tu sais que quand on fait du covoiturage, c'est ce qui se passe. On rencontre tout le monde, hein. On rencontre toute Oui, la oui, oui. société. Je sais, on se retrouve dans une voiture à 3-4. Alors après, on n'est pas filmé. Enfin, pas forcément. Il y a une émission qui était géniale, qui s'appelait Sur la route. Oui. Dans les années 96, où on mettait deux personnes qui ne se connaissaient pas, deux personnalités de la société civile ou du monde du showbiz ensemble pour un chemin. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as percé, tu penses, dans le monde de la télé, au-delà du, effectivement, ce premier grand coup ensuite, tu as enchaîné, parce qu'avec Star Academy, La Ferme des Célébrités, Secret Story, enfin, bon, on voit toute l'étendue du champ que tu es allé chercher en télé-réalité. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que c'est toi qui as réussi à prendre justement ce rôle-là pour tout l'espace audiovisuel français? Je pense que je me suis probablement, et alors quelquefois ça peut être un défaut, posé moins de questions que la plupart de mes camarades producteurs. C'est-à-dire que j'y suis allée en ayant franchement l'envie de faire ces programmes-là, en disant c'est une télé nouvelle, en rassemblant autour de moi des équipes formidables. Et il y avait l'attrait de la nouveauté. Donc, j'ai une sublime carrière, mais grâce à ces programmes. C'est-à-dire que je n'aurais pas rencontré ces programmes-là, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai obtenue. Je me suis trouvée, enfin, c'est toujours le principe, au bon endroit, au bon moment, avec un sentiment... Enfin, je suis très opportuniste. Oui, quand les portes s'ouvrent, tu y vas. Ouais, je suis très opportuniste. Et donc, t'hésites moins que d'autres qui finissent par rester devant la porte et pas la prendre. Je me pose moins de questions et j'ai surtout pas peur des échecs. Et je pense que beaucoup de gens ne font pas certaines choses par peur. Moi, j'ai pas peur. Je me dis, je prends un coup, je me relèverai, quoi. C'est pas grave. Alors, on t'a aussi vu quelquefois de l'autre côté de la caméra. Tu n'es pas toujours derrière la caméra. Des fois, tu es côté présentatrice. Je n'avais pas oublié que j'avais fait ça. Oui, tu as présenté l'émission Chaps and the City sur Equidia. C'est un choix pour toi de ne pas trop apparaître derrière l'écran ou d'être... Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu un rendez-vous avec Rodolphe Belmer qui m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas revenir devant la télé ?» Et j'ai dit non, enfin devant l'écran. Non, c'est la même chose, c'est l'envie qui m'a motivée. En l'occurrence, je suis cavalière. Alors, mes chevaux sont à la retraite, mais j'ai 2 chevaux. Je suis cavalière depuis des années. C'est ma vraie passion, ça a été le cheval. Alors, Chaps, c'est le nom des bottes en cuir. Oui, exactement. C'est les Chaps, c'est ce qui protège le mollet. Et donc, tout ce qui me donnait l'occasion de parler du cheval, c'était merveilleux. Après, je pense que je suis quelqu'un qui suis très bien derrière. Il y a des gens qui font remarquablement bien ce métier. Je trouve que c'est un métier courageux parce que quelquefois, on assume des coûts qui devraient plus être sur le producteur que sur l'animateur. Et donc, voilà, c'est courageux. Je trouve que pour les femmes, c'est très injuste parce que soit vous êtes journaliste et dans ces cas-là, vous en sortez bien et vous avez des femmes qui ont une vraie carrière, je pense à Anne Sinclair, devant la caméra jusqu'à un certain âge. En revanche, quand vous êtes animatrice de divertissement, votre carrière s'éteint assez rapidement. Donc, je trouve ça très courageux. Et d'ailleurs, c'est une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, nous, en tant que producteurs, à amener les femmes plus loin dans leur carrière. Les hommes y réussissent très bien, les femmes ont plus de problèmes. Après 13 ans de carrière chez Endemol, tu démissionnes. Mais la télé-réalité, ça continue d'être de ta marque de fabrique. Tu produis notamment l'émission Les Ch'tis, où les candidats sont tous castés dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Et puis ça t'inspire d'autres émissions. Comment ça t'est venu l'idée des Ch'tis? Comment tu as su que ça pouvait marcher? Ça nous est venu en l'occurrence avec quelqu'un à qui il faut rendre à César ce qui est à César, Frédéric de Vincel, qui est l'actuel directeur des sports d'M6 et du digital. On avait très envie de faire un programme sur les jeunes. Moi, je voulais sortir du principe de l'enfermement et de la mécanique d'élimination. Et je disais, il faut faire un programme de télé-réalité comme on regardait Hélène et les garçons, donc un vrai feuilleton. Et pour ça, il fallait trouver un format où il n'y ait pas d'élimination, où ça soit des jeunes
qu'on regarde ensemble. Et lui a l'idée de faire quelque chose à la manière un peu de Georges Shore. Et à l'époque, il y avait les ch'tis qui venaient de sortir. Oui. Et on s'est dit, c'est une communauté géniale. Et voilà, et de fil en aiguille, d'un travail collectif, on a abouti à ça. Est-ce qu'il y a des limites à la télé-réalité, tu crois? Oui, moi je dis toujours que j'ai une limite. J'en donne un exemple très concret. En Hollande, sur Big Brother, ils font venir un homeless, Un SDF? un SDF, pour voir comment les candidats de ce Big Brother allaient réagir. Je trouve que l'idée aurait été intéressante si ça avait été un comédien. Pourquoi? Parce qu'un comédien joue un rôle. Là, d'utiliser la faiblesse d'un SDF, quelqu'un qui est en difficulté pour, d'une certaine façon, voir la réaction des autres, ça, c'est ma limite morale. Depuis 2016, tu diriges ALP, Adventure Line Production. Là encore, tu produis des émissions cultes. Stéphanie. Oui, ALP, fondée en 72 par Jacques-Antoine, c'est aujourd'hui une filiale de Banijay. Et parmi les émissions mythiques qui sont produites par ALP, il y a La Carte au trésor sur France 3, Fort Boyard diffusé sur France 2. On compte désormais 31 saisons. Autre grand succès, Koh-Lanta, 22 saisons. On ne sait même plus combien il y a de... Parce qu'en fonction de la manière dont... On ne sait pas comment. Même moi, je ne suis pas capable de vous le dire combien il y a de saisons. Eh bien, chaque année, en tout cas, la production enregistre entre 25 000 et 35 000 candidatures. Et pour cette édition 2023, le premier épisode a été suivi par plus de 4 millions de téléspectateurs et 1,2 million en replay. Et ça, c'est un record historique pour un programme de flux, toutes chaînes confondues pour Koh-Lanta. Oui, et alors, dans la photo précédente, on voyait Julien Magne, qui en est le producteur. Et voilà, Julien Magne, qui est à ma droite. Et Denis et Rémi Faure, qui est le patron des divertissements à TF1. On est une très bonne équipe, c'est-à-dire qu'on travaille extrêmement bien avec TF1, à rebooster à chaque fois le programme dans ses mécaniques, à réinventer des choses, à rendre lisible quand même, tout en préservant les fondamentaux du programme. Et ces quatre-là, parce que Denis n'est pas qu'un animateur, c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué sur la ligne éditoriale du programme, on fait une fine équipe. Qu'est-ce qu'il faut anticiper quand tu fais ce genre d'émission? Est-ce que tu te souviens de circonstances particulièrement difficiles à anticiper ou même à financer? Le plus compliqué, ça a été le Covid. J'ai un fait d'armes dans ma carrière qui n'est pas pour moi le lancement de Love Story, qui est le fait d'avoir réalisé et tourné Koh-Lanta en octobre 2020, en plein Covid, sans assurance, c'est-à-dire que j'engageais ma boîte. Si par hasard il y avait un problème de Covid, parce que vous êtes sur un plateau de Nagui, il y a un problème de Covid, il dit on arrête de tourner, on ferme le plateau et dans 14 jours on reprend. Moi je peux pas dire à des candidats, oui, alors vous mangez des noix de coco et des bananes pendant 14 jours et l'équipe reviendra vous filmer. Et donc là j'ai engagé la société, on est le seul pays au monde à avoir tourné Survivor, les Américains n'y sont pas allés, donc j'ai été plus courageuse que les Américains. Et ça, c'est mon fait d'armes pour moi. C'est ma plus... Voilà, et on est allé avec les équipes de tournage, équipes qui ont accepté de quitter leur famille, d'aller avec nous tourner, et ça a été incroyable. Et il y a une anecdote, je la raconte, j'ai 2 secondes parce qu'elle est incroyable cette anecdote. On va tourner en Polynésie, il n'y a pas d'hôtel, on est nombreux, on est plus de 200 quand on travaille sur Koh-Lanta. Et donc j'appelle le Ponant et on décide, eux avaient arrêté les voyages de croisière, ils nous prêtent un bateau. Le bateau arrive à quai, mes équipes sont sur le quai, doivent embarquer, et là j'ai un coup de téléphone, le cuistot a le Covid. Et je dis au Ponant, je n'embarque pas. Et là le Ponant va faire un truc incroyable, il va dérouter un bateau. Et un bateau, 4 jours après, un nouveau bateau va arriver. Mais vous imaginez ce que c'est des paquebots, quoi. Et donc, c'est une histoire de dingue et c'est une très belle collaboration avec cette grande maison que je remercie. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, tu sens des formes d'adaptation justement à ces circonstances. Enfin, les gens sont capables de faire justement un grand détour pour t'aider, quoi, quand ils voient que... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de patrimonial dans la marque Koh-Lanta, où tout le monde a envie de l'aider. Enfin, c'est une marque qui appartient aux Français, qui existe depuis 2001. Elle fait partie du patrimoine, et je pense qu'il faut parler patrimoine. On est, nous, rattachés au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture l'oublie trop souvent. Mais nous, on est rattachés au ministère de la Culture, et je considère que ces programmes-là, quand ils ont été diffusés en plein Covid, ils ont apporté le besoin d'évasion que les gens enfermés chez eux, dont les gens enfermés chez eux avaient besoin. Ça coûte combien à produire à peu près une émission? Alors pas forcément celle-ci. Ça coûte très cher, mais moins cher que d'autres émissions sur TF1. D'accord.
Très cher, mais moins cher que d'autres. Très bien. Alors, donc, en 2021, tu prends également la tête de la nouvelle société Miss France et tu produis la finale du concours. Tu as su t'approprier l'émission, tu l'as fait évoluer un petit peu aussi, hein, en vision, en valeur, en image. Ouais, alors c'est une longue histoire, cette émission, parce que j'ai eu la chance de la produire, enfin de participer à la production à l'époque de Geneviève de Fontenay. J'étais directrice des programmes à l'époque et je l'ai produite avec un garçon qui s'appelle Frédéric Gilbert, qui est avec moi maintenant. Et je pense que tous les deux, on a eu le courage de demander cette émission qui est un énorme Barnum. C'est 400 personnes, c'est un événement incroyable au moment où on le produit. Et c'est un programme, enfin c'est vraiment le programme qui me fait rêver. Et comme je dis souvent, j'en avais marre des pouilleux sur une plage déserte. J'avais besoin d'avoir de la féerie. C'est toujours le début de Noël un peu, enfin voilà. Et contrairement à ce que tout le monde dit, c'est un incroyable ascenseur social. Je pense que c'est ça que j'aime aussi dans la télé-réalité et dans ces programmes-là, c'est que donner l'occasion à des gens qui n'auraient jamais accès à la lumière de se mettre en avant et après, c'est à eux d'en tirer profit. Et c'est un énorme ascenseur social. Vous avez des gens qui viennent de partout en France, des dom-toms, de tous les milieux socioculturels. Enfin voilà, c'est comme Koh-Lanta, c'est-à-dire on est accessible à tous. Et j'ai fait tomber beaucoup de barrières, c'est-à-dire l'âge, le fait d'être marié ou pas. Pour moi, moi j'ai fait ma carrière, ou d'avoir des enfants, j'ai fait ma carrière en élevant 2 enfants seuls. Oui, parce qu'avant, il y avait des limitations. Oui, il y avait des limites. Et donc maintenant, la seule chose auquel je n'ai pas touché, c'est 18 ans, parce que pour le coup, ça serait compliqué si c'était une jeune femme mineure. Et en l'occurrence, la taille, parce que les jeunes femmes défilent, et avec des robes de couturier. Les robes de couturier, il ne faut pas mesurer moins d'1,70 m, parce qu'en direct, vous ne pouvez pas faire des ourlets. C'est aussi con que ça. Alors, c'est un record, hein, c'est pareil, 8,1 millions de téléspectateurs pour Miss France. C'est la plus grosse télé avec les Enfoirés. C'est ça, Oui, c'est le plus gros succès de la télé française. Et alors, par rapport à ça, on l'a senti un petit peu, tu as abordé 2-3 fois ces sujets-là, mais comment tu fais face à la critique quand il y en a? Est-ce que tu as des outils pour grandir en tant que productrice? Comment tu fais pour, quelque part, continuer à faire ce que tu as envie de faire, même quand... Alors la chance que j'ai, ça c'est que déplaît à certains. j'ai subi énormément c'est plus que des critiques, hein, c'était des insultes, puisque j'ai été traitée par Ségolène Royal de proxénète, ce qui est quand même un terme assez fort à l'époque de Love Story. Je pense que j'ai la peau dure et que je suis assez claire dans mon schéma de valeurs. Je fais attention aux gens. Je sais que je suis un manager attentif. Alors, ce que je dis souvent, peut-être qui quelquefois laissé malheureusement, parce que je suis très rapide, quelqu'un sur le quai de gare, et ce qui a été mon erreur de manager. Mais en revanche, je dis les choses. Donc, je ne suis pas fuyante. Donc, comme je suis assez claire dans ce que je fais, que j'ai toujours été motivée par l'envie, vous le défendez. Quand vous avez une envie, une certitude, une volonté. Donc, j'ai pas de choses cachées. Voilà, je peux tout avouer et tout dire. Alors, on a une question pour toi. Une question surprise de la Parce part que de c'était pas quelqu'un des que tu questions connais avant très, très bien. Ah Si, bon non. Mais là, c'est pas moi qui la pose. Ah, d'accord. C'est quelqu'un que tu connais très bien, qui se prénomme Denis. Ah, mon Denis. Coucou Alexia, regarde, je suis dans le sud de la France avec juste derrière moi des citrons, un citronnier. Alors le citron, c'est plein de vitamine C, donc d'énergie. Ça me permet de te poser une question sur ton énergie légendaire, du matin au soir et du soir au matin. Quelle pile t'as réussi à mettre dans ton corps pour être toujours en forme, que ce soit physiquement ou moralement? Vraiment, j'aimerais bien connaître ton secret. Je t'embrasse. Je l'adore, mon Denis. Denis, qui est un hyperactif. Hein. Donc, ça me Oui, fait lui rire. aussi, Ça me d'accord. fait rire. Je pense qu'il y a une rage en moi. Quand j'étais petite, j'étais très rageuse, très agressive. Et que j'ai su travailler là-dessus pour le transformer en énergie. Que je suis très curieuse. Et Denis est comme ça. Denis, il prend son vélo quand on est sur Koh-Lanta, il va voir les populations, il va voir la culture, il a même sauvé une femme qui allait mourir si on ne lui trouvait pas en urgence un médecin. Et donc on l'a fait grâce à nos hélicos sanitaires, on a pu l'évacuer sur une grande ville pour qu'elle soit opérée. Elle était enceinte, en faisant compte, le bébé sortait pas, il était en siège, donc elle serait morte en donnant naissance à son enfant. Donc voilà, et cette curiosité qui nous anime, je pense que c'est la curiosité, c'est la grande force des entrepreneurs. C'est le regard sur ce qui se passe à l'extérieur. Et donc moi, ma flamme, je la mets au service de l'extérieur. Et la capacité à prendre les opportunités quand elles se présentent. Du coup, Oui, ça et va il avec faut la dire qu'on est curiosité. opportuniste. Opportuniste, c'est un beau mot. Opportuniste, c'est saisir les opportunités.
Curiosité, opportunisme et canalisation d'énergie, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi Fred. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.